Merci à tous, bienvenue. Je ne vous demande pas si vous avez fait bonne route, on va pas se fâcher tout de suite. J'ai entendu que 2-3 personnes étaient restées bloquées dans les bouchons. Et donc, bienvenue au club. J'étais exactement dans la même situation il y a une semaine, en direction de Paris. Bon, un truc un peu banal en fait. Un conducteur qui, pendant une fraction de seconde, a été inattentif, probablement son téléphone. Et puis il n'a pas su freiner, donc il a fait un petit gauche-droite pour éviter, si ce n'est que le conducteur en question, mais il ne conduisait pas une Smart, mais un semi-remorque. Donc quand vous faites un gauche-droite avec un semi-remorque, comme on dit à Bruxelles, bardaf, c'est l'emmerdé. Quelques heures, 2 heures bloquées. Et pendant ces 2 heures, plutôt que de... On commence par bouffer son volant, hein, vous savez ce que c'est. Et puis après, j'ai essayé de profiter de ce moment d'inactivité pour quand même essayer de réfléchir, commencer par écouter à la radio ce qui se passait, essayer de calculer un peu. Et en fait, cet accident, bien que n'ayant heureusement pas été mortel, a quand même coûté une vie. C'est-à-dire que moi, ayant perdu 2 heures, plus monsieur, madame, tatata, multiplié par des dizaines de milliers de personnes, ça représente des décennies, c'est-à-dire une vie. Et tous les jours, vers Luxembourg, vers Bruxelles, vers Paris, c'est l'équivalent d'une vie qui est perdue dans des embouteillages. J'essaie de me poser la question, combien ça représente de CO2, combien ça représente de carburant. Je me suis dit, c'est ça la mobilité, c'est génial. Et par rapport à ça, du coup, un peu naïf, je me suis posé la question, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une solution? Et encore plus naïf, j'ai trouvé la solution. Comme quoi, vous n'êtes pas venu pour rien. Si ce n'est que je ne l'ai pas trouvé ici et maintenant, mais un peu plus tard dans le temps. Et donc, pour vous donner une idée de ce que sera très probablement la mobilité, la vraie, pas l'immobilité, de demain, je vous invite à monter avec moi à bord de ma voiture de rêve depuis mon enfance. C'est pas une Ferrari, c'est pas une Porsche. Ah! Tout le monde a vu le film, sinon on va pas être copains? Voilà. Et donc, si on monte à bord de la DeLorean de Michael J. Fox, on se retrouve au matin du 15 novembre 2039. Et en ce matin de novembre 2039, comme tous les matins, je me suis levé, je me suis fait réveiller par mon fidèle assistant, vous voyez ici, qui non content de m'avoir réveillé le matin, a déjà passé toute la nuit à m'écouter, à analyser mon sommeil, mes éventuelles apnées. Il a déjà répondu à tous mes messages qui arrivent dans une seule et même box. Il a déjà répondu, il a le bon goût au moins de me lire les réponses qu'il a envoyées à ma place pendant que je prends ma douche, qui est une de ces rares activités que je fasse encore seul en 2039, parce que je suis, comme nous tous, devenu un véritable assisté complet, total. Il a déjà préparé en cuisine le petit déjeuner sur base d'aliments qui me sont livrés tous les jours. Donc il y a bien longtemps que je ne fais plus mes courses, et certainement pas pour des choses aussi passionnantes que d'acheter des lardons et des patates. D'autant que ce matin de 2039, je suis officiellement vieux, ça c'est clair, et / grand-père. Grand-père de 2 adorables petits-enfants qui sont chez moi ce matin au petit déjeuner, ça tombe bien. Et je ne sais pas si vous avez des enfants ou des petits-enfants, surtout autour de vous. On a un public très très jeune aujourd'hui, il y a peu de chance. Mais mes petits-enfants, comme tous les petits-enfants, me posent toujours la même question. Raconte-nous quand tu étais jeune. Raconte-nous l'an 2000 qu'on n'a pas connu. Et parmi tout ce qu'on faisait quand j'étais jeune, il y a un truc qui les fascine plus que tout, c'est qu'on avait le droit de conduire des voitures. Si, je jure. Et ils me disent, c'était pas un petit peu dangereux cette affaire? Oui. Il y avait des morts? Oui, beaucoup. Combien? Et je leur dis 1 200 000 morts. Waouh! Et ça représente quoi? Ça représente l'île de Chypre, comme si l'île de Chypre coulait chaque année. Et juste avant de commencer, je regarde un petit peu entre la population luxembourgeoise plus les frontaliers, on est également autour du 1 million de personnes, comme si l'île de Chypre coulait chaque année avec tous ses habitants à bord. Et ça représente par jour l'équivalent de 10 Boeing 737 se crachant simultanément. 3500 personnes tous les jours. Waouh! Ça casse un peu l'ambiance. Un autre truc qui est sidère, c'est les bouchons. Il y avait des bouchons. Il y avait des bouchons? Oui, je pense. On va se refâcher. Et les gens, ils y allaient volontairement. Je dis oui. Ils savaient qu'il y avait des bouchons. Je dis oui. On le disait à la radio, hein, c'était annoncé. On avait Waze pour quand même aller se planter dedans. Les petits enfants me demandent, vous n'étiez pas un peu con quand vous étiez? Je dis, alors tu me parles pas comme ça d'abord. Et puis finis ton petit-déj. Bref, ils finissent leur petit-déj, ils partent
à l'école avec encore un vieux shuttle autonome des années 2020, parce que malheureusement l'enseignement en 2039 est toujours aussi mal financé que quand moi-même j'allais à l'école. Et de mon côté, j'ai rendez-vous à Luxembourg, en partant de Bruxelles, mais je devrais y être en d'une petite demi-heure, puisque j'ai déjà un shuttle qui vient me chercher à la maison et qui de là va me conduire jusqu'à la gare du Midi, où a lieu le départ de mon Hyperloop qui m'emmènera donc en moins d'une demi-heure jusque Luxembourg. Et une fois à destination, j'ai d'ailleurs un volocoptère qui va m'emmener jusque sur le toit du bâtiment, ici, que vous avez aménagé. Encore merci. Encore merci pour moi. Et où a lieu ma réunion. Puis ma réunion se passe. Mais revenons, parce que malheureusement on n'a pas trop de temps ce matin, revenons à cette bonne vieille année 2019. Pourquoi cette petite métaphore? Pourquoi cette petite histoire? Ce storytelling, comme on dit. Simplement pour illustrer quelques-unes des technologies qui feront notre quotidien à tous de demain, je ne parle même pas d'après-demain, et qui toutes, ici, existent déjà aujourd'hui, parmi plein d'autres, évidemment. Ce matin, donc, le but n'est vraiment pas, et certainement pas avec des experts technologiques, de focaliser sur les outils, les softwares et les hardwares qui font que la voiture est autonome, mais plutôt sur les conséquences. Donc on va essayer de prendre un petit peu de distance, parce que vous allez voir que en matière de conséquences, the sky is the limit. Ça va vraiment tout toucher. S'il y a bien un sujet qui va tous nous impacter vite, jeunes, moins jeunes, dans nos vies privées, professionnelles et autres, de nous, de nos voisins, de nos amis, c'est la voiture autonome, et à moi de vous convaincre que c'est le cas. Donc, peut-être pour commencer, c'est quoi une voiture autonome? En fait, on parle de véhicules autonomes, alors même pour des initiés comme vous. Je dois quand même faire cette petite intro parce que souvent, quasi tous les jours, on me dit « Ouais, mais ton truc, Damien, c'est pas encore en ordre. Hein. Il y a encore une Tesla qui s'est plantée. » Oui, enfin, plus qu'une heure qui s'est plantée. Mais c'est pas une voiture autonome. On va le voir juste après. En fait, on parle de véhicules autonomes à partir du moment où un véhicule, pas qu'une voiture d'ailleurs, est capable d'aller intégralement d'un point A à un point B, parfois distant de plusieurs centaines de kilomètres, sans aucune forme d'intervention humaine, ni à bord, ni à distance. Pas de télécommande pour piloter le véhicule à distance. Et pour arriver à ça, pour être capable de faire cela, il faut un minimum de niveau 3. C'est comme ça, pas moi qui ai inventé les règles. 3, 4 et 5, on sera un véhicule autonome. S'il y a des niveaux 3, 4, 5, il y a forcément un niveau 0. Le niveau 0, je peux dire, il faut remonter très longtemps en arrière, c'est-à-dire une voiture qui n'a aucune forme d'assistance. Pourquoi il faut remonter si loin en arrière? Parce que dès la Première Guerre mondiale, des freinages hydrauliques, des systèmes mécaniques, hydrauliques, forcément pas électroniques, existaient déjà. Et à partir de là, lorsqu'il y a au moins un système d'assistance, eh bien, on parle de véhicules de niveau 1. Niveau 2 ne veut pas dire deux systèmes, mais bien deux systèmes qui travaillent ensemble, un minimum de deux systèmes qui travaillent ensemble. Et la Tesla en fait partie, tout comme d'autres. J'imagine dans la salle qui, ici, a un régulateur de vitesse adaptatif. Wow! Je suis content d'être à Luxembourg. Enfin, des vrais amateurs automobiles. Si vous avez un régulateur de vitesse adaptatif, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais déjà vous avez un radar sur votre voiture, c'est une première chose, même plusieurs. Et en fait, un régulateur de vitesse adaptatif, c'est une combinaison d'un système qui permet de garder la même vitesse, combiné à un deuxième système qui vous évite de rentrer dans les fesses du véhicule qui vous précède. Et donc les deux systèmes travaillent ensemble, parfois combinés à d'autres systèmes de reconnaissance d'angle mort, de reconnaissance de ligne latérale, pour toujours suivre la trajectoire. Donc, un niveau 2, c'est ça, c'est deux systèmes qui travaillent ensemble. À partir du niveau 3, et là vous voyez rien que sur base de la photo, mais ce n'est pas du tout de la science-fiction, c'est une voiture on ne peut plus traditionnelle, ceci est une voiture autonome, mais de niveau 3. Celles qui roulent, je vous montre après quelques exemples, vous allez voir que ces véhicules ont déjà, à aujourd'hui, accompli plusieurs centaines de millions de kilomètres, sont toutes des niveaux 3, c'est-à-dire qu'il y a toujours un conducteur à bord, toujours sur le siège conducteur, il ne peut pas aller s'asseoir à côté, il ne peut pas avoir bu, il ne peut pas dormir, il ne peut pas regarder son téléphone, mais dans la réalité, d'un point A à un point B, en partant d'un parking souterrain comme ici, pour arriver jusqu'à un autre parking, en passant par des rues, des ruelles, des autoroutes et autres, il ne fait strictement rien. Et c'est là le danger, d'ailleurs. Et d'ailleurs, à force de ne rien faire, eh bien, on va l'autoriser à aller ne rien faire ailleurs que sur le siège conducteur, et donc on passera, pas pour tout de suite, je peux vous dire, au niveau 4, c'est-à-dire des véhicules dans lesquels l'habitacle lui-même devient de plus en plus un petit peu comme un mobil-home, c'est-à-dire un prolongement de votre living, de votre salle à manger, de votre bureau.
un espace qui est réaffecté à autre chose que conduire. En niveau 4, il y a toujours des commandes. En cas d'urgence, la voiture va toujours vous rappeler à l'ordre. Entre nous, ça c'est une définition, j'y crois pas 2 secondes. Si vous n'avez plus conduit pendant plusieurs milliers de kilomètres et que vous êtes en train de dormir ou autre chose et que la voiture vous appelle à l'ordre, il vaut mieux surtout pas reprendre les commandes. Mais je ne fais pas les règles. Et enfin, s'il y a un niveau 4, c'est qu'il y a un niveau 5. Ça, c'est vraiment le nirvana de la voiture autonome. Et la particularité, peu importe la forme, et comme je disais, the sky is the limit, pourquoi pas également voiture volante, intégralement autonome. Pardon. La particularité, c'est qu'il n'y a plus aucune commande à bord. Il n'y a plus de volant, plus de pédalier, plus de frein à main, rien. Pour avancer, elle a donc besoin, cette voiture autonome, de certains organes. Décidément, j'ai un petit souci avec les animations. Elle a besoin de, comme nous, des yeux. Et ici, vous voyez matérialiser ce que voit une voiture, donc la matérialisation des fameuses caméras 3D, qui ne sont jamais qu'une superposition de caméras avec des angles différents. Et l'ensemble des 3 ou 4 niveaux permet de recréer un relief, une profondeur, que ce soit devant, sur les côtés ou à l'arrière du véhicule. Par rapport à nous qui n'avons dans le meilleur des cas que 2 yeux quand ils sont bien ouverts et qu'on n'est pas sur notre smartphone et qu'on n'est pas sur autoroute. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on est sur autoroute, sur des longues distances, nous sommes maximum 10% du temps réellement attentifs. Le reste du temps ressemble à un état d'hypnose. Donc déjà par rapport à ça, la voiture autonome, elle a beaucoup plus d'yeux que nous et ils sont en permanence ouverts. Mais encore, c'est bien d'avoir des yeux, mais sans cerveau, ça ne va pas très bien fonctionner. Ce qu'elle a également, que nous n'avons pas, et ici vous avez une matérialisation visuelle de ce que sont les lidars, c'est-à-dire cette capacité à interpréter, pas simplement voir, mais ce que je vois, je le pige. Je comprends que ça c'est une ligne blanche, que ça c'est un carrefour, que ça c'est une borne, tant des éléments fixes que des éléments en mouvement. Tel véhicule se déplace à, se trouve à, toujours exprimé en secondes, le danger, donc vitesse de déplacement, donc je me trouve à chaque fois à autant de secondes de cet objet fixe ou de cet objet mobile. Des yeux, un cerveau, et après vous allez me dire, oui mais est-ce que ça fonctionne tout ça? Ça peut paraître complètement dingue d'imaginer un jour qu'il n'y a plus que des voitures autonomes. Eh bien ce tsunami, il s'est déjà au moins passé une fois dans l'histoire récente, et ça s'appelait la voiture. Et pour preuve, si vous prenez une image de la 5e avenue à New York en 1900, c'est certainement pas clair dans le fond, même devant. Il n'y a que des chevaux. Ah là, regardez bien, il y a une voiture. Il y a une voiture. Prenez la même photo 10 ans plus tard, il n'y a plus de cheval. Pourquoi? Parce qu'une technologie, lorsqu'elle a une réelle plus-value, et là, pas besoin de se poser 1000 fois la question entre la voiture et le cheval, eh bien, ça peut vous paraître bizarre, mais l'empereur d'Allemagne, Wilhelm II, a dit en 1900 « Je crois dans l'avenir du cheval, la voiture ne sera qu'un phénomène de mode et n'a aucun avenir. » On arrive alors à la partie la plus importante, parce que vous allez me dire tout ça c'est très gentil, mais qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer énormément de choses, comme je disais, the sky is the limit, et c'est pour ça qu'il est important de structurer un petit peu tout ça, et de commencer, puisque tout le monde va être concerné, de commencer par les conséquences plus générales sur la vie, je veux dire les champs d'activité humaine, sur la santé, le travail, les hobbies, tout ce qui fait notre vie. Et puis on regardera ensemble les impacts directs, c'est-à-dire directement sur le terrain, à partir du moment où elle est en rue, qu'est-ce que ça change concrètement en matière d'accident, en matière de pollution, en matière de trafic évidemment, en matière de propriété, hein, parce qu'on sait se la payer, on ne sait pas se la payer. Et puis on fera encore une petite parenthèse, ce serait un peu illustré. Vous allez voir que si on pointe simplement le secteur automobile, vous allez voir le nombre d'activités annexes au secteur automobile, en fait, de nouveau, si ça tombe, tout le monde ici dans cette salle est directement ou indirectement concerné par un membre de sa famille ou un proche qui travaille dans le secteur automobile au sens large, produits et services. Et le vrai avenir, ce n'est pas simplement la voiture autonome, c'est la voiture autonome dans son biotope. La vraie mobilité de demain, de 2039, c'est la voiture autonome comme étant un maillon d'une chaîne, la chaîne de la multimodalité. De nouveau, ce n'est pas de la science-fiction, ça existe déjà, principalement en Scandinavie, MaaS, Mobility as a Service, vous avez déjà entendu. Demain, nous nous déplacerons tous avec uniquement un smartphone sur lequel on aura accès
non pas différentes apps comme on doit faire aujourd'hui. Transport en commun, c'est une app. Covoiturage, c'est une autre app. Une seule et même app dans laquelle on retrouve tout. Des voitures, des trottinettes, des taxis, des transports en commun, des bus. Tout ça accessible avec un seul outil, une seule manière de les retrouver, ces véhicules. Je sors du métro, ah ok, je vois qu'il y a une trottinette là, et ça m'amène au train à telle heure. Et un système de pilotage aussi, de sorte que je sors d'ici, InTech, et je sais directement non seulement ce qu'il y a de disponible, mais à quelle heure j'arriverai à destination avec une gestion de ma mobilité. Ça, c'est vraiment dans les 10-20 années à venir. Et bien évidemment, la voiture autonome sera un élément central, parce que ce n'est pas parce qu'il y a des trottinettes qu'on sait tout faire en trottinette, ou que tous les types de personnes de tous les âges sont capables de faire la trottinette. Je ne pense pas qu'il faille boire comme étant la vérité ce que j'ai dit. On a tous le droit d'avoir évidemment son avis. Néanmoins, la pire des approches, je pense, et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir organisé ceci, c'est de se dire non, on n'y croit pas, c'est de la science-fiction, c'est pour plus tard. Ça a fait la une il y a 1 an ou 2, on n'en parle plus, c'est que c'est fini. Non, je pense que vous avez vu, avec la taille des acteurs, les investissements qui sont mis en place, le développement actuel, que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment en phase d'arrivage et qui va vraiment changer la vie, peut-être encore plein d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé aujourd'hui. Comme je disais, le déni, parfois ça nous fait sourire par après. Quand vous visitez le musée de Mercedes, vous avez la citation de Karl Huber, dont je parlais tout à l'heure, qui disait « Je ne crois pas dans l'avenir de la voiture ». Donc, des exemples de déni qui ont eu des conséquences industrielles dramatiques, il y en a plein dans l'histoire. Donc voilà, anticipez, réfléchissez, reprenez ce que vous avez vu ici et posez-vous la question, tiens, dans ma vie privée et dans mon activité, dans mon entreprise, qu'est-ce que ça peut impacter? Merci à vous.